Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui avec Manu. Manu Enchantée. qui est hypnothérapeute et formé aussi en PNL et en plein d'autres petits outils magiques. Aujourd'hui on va parler un petit peu d'inconscient parce qu'en hypnose c'est aussi un travail en direct avec l'inconscient et t'as un parcours qui me parle et qui va être surtout intéressant. J'ai des petites questions pour toi. Ok. Et du coup, je serais d'abord ravie que tu puisses expliquer et te présenter un petit peu ce que tu fais, qui tu es. Tu peux nous dire ce que tu veux. Ok. La question toujours délicate. Qui on est Tu l'as dit, donc je suis hypnothérapeute, je suis formée en hypnose, en programmation neurolinguistique, en reprogrammation neuronale profonde. C'est des outils qui vont vraiment dans l'inconscient, qui vont reprogrammer. Et moi, ce que j'aime le plus, c'est de voir les personnes évoluer et changer leur état d'esprit. Pour moi, tout part de l'inconscient, tout part de ton état d'esprit et ça détermine vraiment tes résultats. Donc, je travaille là-dessus pour régler les problématiques qu'on rencontre tous au quotidien et aller vers plus de kiff et de bien-être. Je pense que si je devais résumer un peu mon credo, c'est vraiment ça. Euh, Le kiff. le kiff, et parce que pour moi on n'est pas venu ici pour souffrir et pour subir sa vie. J'ai longtemps été quelqu'un de très pessimiste, très angoissé, avec beaucoup de troubles, de traumas, etc. Et aujourd'hui, avec un travail sur l'inconscient, justement, je me suis libérée de plein de choses. Et donc je peux, pour avoir vécu le avant-après, je souhaite à tout le monde de se trouver et de travailler sur soi. Je pense que le travail de soi est un travail, un cadeau inestimable. Donc voilà, je pense qu'on est assez raccord là-dessus. Ouais. Oui, complètement. Ok, trop bien, merci. Première question. Je voulais vraiment commencer avec ça. Ok. Donc aujourd'hui, tu as eu quand même pas mal de clients dans tes séances d'hypnose, que ce soit en cabinet, en ligne, etc. Est-ce qu'il y a une problématique que tu rencontres le plus souvent ou quelque chose que tu remarques qui revient beaucoup? Parce que je sais que, alors pour ceux qui ne le savent pas, l'hypnose c'est vraiment un outil où tu peux faire émerger des choses. Donc la personne parfois n'a absolument pas conscience de ce qui ressort, que ce soit de l'émotion, des choses du passé ou autre. Bon, je pense que tu l'expliquerais un peu mieux que moi, mais globalement c'est ça, on fait émerger des choses de l'inconscient au conscient. Et donc je serais vraiment curieuse de savoir qu'est-ce qui revient le plus souvent, s'il y a quelque chose que tu as notifié en tout cas. Euh, alors, c'est pas forcément en hypnose que je remarque ça, mais c'est dans les coachings que je fais, donc j'utilise l'hypnose, mais c'est surtout en fait comment les gens sont programmés souvent à la négativité et à l'échec. Ok. Ça, je le remarque dans 100% de mes coachings. Au début des coachings, mes coachés sont vraiment beaucoup manque de confiance en fait en elles-mêmes, et justement c'est tout le principe de l'hypnose et de la PNL, c'est de faire remonter les ressources qu'on a déjà à l'intérieur. Et en fait, je me rends compte que il y a vraiment un travail à faire sur la confiance en soi, sur les croyances justement. Il y a beaucoup de croyances limitantes, je pense que tu le sais aussi, mais je trouve que on ne nous apprend pas à développer des croyances ressourçantes, à atteindre ses objectifs, à développer des ressources. Et donc ça, c'est vraiment, je le vois dans 100% de mes coachings, peu importe la problématique, que ce soit de la perte de poids, de la guérison émotionnelle, stress, anxiété, libération de traumatisme, des deuils, des ruptures, il y a toujours, j'ai toujours travaillé à un niveau sur la négativité, sur la confiance en soi et sur le discours interne en fait que chacune de mes coachées a. C'est hyper intéressant parce que moi, c'est quelque chose qui ressort tout le temps aussi, la confiance en soi. Donc, tiens, tu vois, il y a un pont. La confiance en soi, c'est vraiment quelque chose qui ressort tout le temps. Et comme tu dis, c'est un programme interne. Donc, les gens sont vraiment programmés sans s'en rendre compte à être négatifs, à ne pas se diriger vers ce qu'ils veulent vraiment, à partir défaitiste en fait, ou du moins pas en tant que winner, en tant que gagnant, quoi. Ouais. Et du coup, manque de confiance, souvent aussi manque d'estime de soi. J'ai pas de valeur, je suis pas assez, j'y arriverai pas, j'ai rien de plus que les autres, on m'a dit que j'étais trop ou pas assez, encore une fois. C'est pas pour moi, je suis pas capable. Et si ça se passe pas comme je veux, et si on se moque de moi, et si. Ouais. Donc ça revient beaucoup, c'est vrai. Toi, c'est quoi les problématiques que tu as le plus justement liées à ça? Bah, justement, c'est beaucoup de confiance en soi. Il y a des personnes qui viennent te voir pour avoir confiance en elles? Alors non, c'est pas dit. Non, non, ouais, c'est vrai que c'est hyper intéressant. Souvent, on vient me voir en me disant voilà, j'ai telle problématique. Ça va être, par exemple, dans mon couple, j'arrive pas à faire ci ou à faire ça. Je n'arrive pas à obtenir la promotion. Dans mon travail, je tourne en rond. Ou je me sens pas alignée à qui je suis. Je sais pas trop ce que je fais ici. J'ai un mal-être. Ou alors parfois, ça va même être j'ai peur de ci, j'ai peur de ça.
on m'a trahi, je m'entends pas avec mes parents. Ça peut vraiment en fait prendre tellement de formes. Et quand tu creuses, tu te rends compte qu'en réalité, en général, ça provient de l'enfance. 80%, 90% des choses proviennent de l'enfance. Et en plus, souvent, des choses dont la personne n'a pas conscience parce que c'est logé dans l'inconscient ou dans ce qu'elle a vécu en étant enfant, mais il n'y a pas forcément de lien hyper clair et logique qu'on peut faire au prime abord. Et on s'oriente du coup vers des blessures, des peurs. Souvent, les peurs qu'on voit souvent, abandon, rejet, trahison. Et par exemple, un manque d'amour, ça c'est quelque chose qui revient tout le temps. Vraiment, je pense qu'il n'y a pas une séance où j'ai pas notifié, où j'ai pas perçu ce manque d'amour, que ce soit des deux parents ou de l'un ou de l'autre, enfin l'un ou l'autre. Et vraiment, des personnes sont souvent confrontées à un manque d'amour, et pourtant, c'est pas tant que le parent a vraiment pas donné d'amour, mais c'est perçu et ressenti comme ça. Et après, du coup, derrière, en étant enfant, la personne va développer des peurs, des blessures, des croyances, se dire si je veux être aimée, il faut absolument que je sois parfait ou parfaite. Si je veux être aimée et validée par la personne, il faut que je sois comme ci, comme ça. J'ai pas le droit d'être trop, j'ai pas le droit de trop rire, j'ai pas le droit d'être sensible, j'ai pas le droit de ceci. Enfin, ça peut prendre 1 milliard de formes. Et du coup, la confiance en soi, elle est touchée. Parce qu'on se dit, du coup, je ne suis pas assez bien telle que je suis. Je dois changer pour être aimée. Je dois correspondre à ce qu'on attend de moi pour être validée, aimée et recevoir juste l'amour de mes parents. Et quand on est enfant, en plus, l'amour de nos parents, c'est tout notre monde. On n'a pas le recul qu'on a en grandissant. Et un parent qui ne comble pas ça, involontairement la plupart du temps, ça va vraiment être vécu comme un enfant, enfin pour un enfant comme... un je ne suis pas assez et j'ai besoin d'être différent. Qui je suis et ce que je suis toujours être en quête en fait de s'améliorer et de correspondre à des cases pour satisfaire les autres. C'est ça. Et c'est quoi les conséquences de ça à l'âge adulte? Tu vois, d'avoir ce manque d'amour. Souvent, c'est quoi ce qui revient le plus? En quoi c'est limitant, par exemple, pour les personnes qui écoutent ce podcast, cet épisode? Comment ils pourraient savoir s'ils ont manqué d'amour? Par quoi ça se traduit concrètement à l'âge adulte? Je pense que la majorité des cas, c'est les soucis qu'on va rencontrer avec la confiance en soi et l'estime de soi. La différence entre la confiance en soi et l'estime de soi, quand tu as confiance en toi, tu te sens capable de faire les choses et donc tu vas croire en tes capacités. L'estime de soi, c'est vraiment en lien avec la valeur, donc admettre que j'ai de la valeur, que je vaux quelque chose, que je suis aimable et que je peux être validée telle que je suis et que vraiment j'ai de la valeur et j'incarne pleinement qui j'ai envie d'être et je sais qu'on va m'aimer pour ça. Et en général, un manque d'amour, ça va vraiment toucher ces deux points-là, souvent l'estime de soi encore plus, mais de l'estime de soi découle la confiance en soi, souvent. Mais comment ça se traduirait concrètement dans les comportements? Comment tu notifies quelqu'un qui a pas confiance en soi, qui a pas d'estime de soi? Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. C'est quelqu'un qui va pas oser, qui va pas mettre des choses en place. Par exemple, tu peux avoir envie de te mettre au sport et en fait tu vas jamais le faire parce que en fait ce discours interne va être que je ne suis pas capable, je ne me pense pas capable de réussir à faire ce que j'ai envie de faire, peu importe ce que tu mets derrière. Donc ça va tout le temps passer par ça, et à la fois aussi dans les relations du coup de couple qui vont amener des relations assez chaotiques parce que tu vas constamment chercher à être validé, à être rassuré, à être aimé, et en fait tu vas te calquer à ce que tu penses que la personne attend de toi. Donc si par exemple tu penses que la personne elle veut que tu sois attentionné, à l'écoute, serviable, et tu vas être constamment comme ça, alors que parfois tu peux aussi ne pas être à l'écoute, ne pas être serviable, ne pas dire oui à tout. Et d'ailleurs, manque d'estime de soi, dire oui à tout pour être aimé et validé. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Mais ça peut être aussi la peur d'être rejeté, d'être abandonné. La personne va me quitter si elle se rend compte que je ne suis pas assez bien. Donc, je vais tout faire pour être assez bien. Et ça, c'est vraiment du cas par cas. Ça dépend de ce qu'on met derrière le fait d'être assez bien. Qu'est-ce que enfin, pour toi, c'est quoi une bonne personne? Et ta définition va être justement ce à quoi tu veux ressembler. Et dans une relation de couple, c'est des personnes qui vont être parfois très jalouses, très en peur constamment, qui ont besoin d'être tout le temps rassurées, qui ont besoin tout le temps d'être rassurées, de présence, pour juste avoir confiance et être conscient que la personne, enfin t'es important aux yeux de la personne et qu'elle va rester dans ta vie, quoi. Mais ça se traduit par énormément de choses. Mais j'ai l'impression qu'en fait le manque d'amour fait qu'après on devient en dépendance affective finalement. Parce que dans ce que tu dis, ça impacte quand même beaucoup nos relations. Ouais. Et en fait c'est de trouver
d'être... En fait, j'ai l'impression, enfin moi en tout cas c'est un apprentissage que j'ai fait ces dernières années, c'est que si t'es pas bien avec toi-même et que tu te passes pas en priorité et que tu t'es pas sûr de compter sur toi à chaque instant, Oui. en fait tu seras toujours dans ces carences-là de dépendance affective, de besoin d'être validé, besoin de pas être jugé. En fait j'ai l'impression que c'est vraiment lié à un manque d'alignement, mais du coup pour toi ça part de l'enfance et du manque d'amour ressenti par les parents. C'est super intéressant. Est-ce que toi, t'as ressenti ça? C'est quelque chose que t'as identifié chez toi? De quoi? Le manque d'amour et les liens que ça a fait en grandissant? Ouais, bah je l'ai identifié récemment. En fait, moi j'ai déjà travaillé sur le fait de me passer en priorité. Ok. Donc, en gros, j'ai arrêté de faire passer les autres avant moi, d'avoir ce syndrome de la sauveuse, etc. Donc, j'avais fait ce travail, on va dire, sur ce résultat-là, sur ce comportement-là qui ne me convenait pas. Ouais. Donc, j'ai appris à m'aimer inconditionnellement, j'ai appris à devenir ma meilleure alliée. Mais là, j'ai fait le lien récemment que, effectivement, j'avais manqué d'amour pendant l'enfance. Ok. Et que, du coup, des comportements que j'avais avant, c'était lié à ça, effectivement. T'as des exemples? Bah, j'ai des exemples, oui. Alors en fait, pour te donner un peu de contexte, moi, j'ai un père qui est pervers narcissique et qui a rabaissé ma mère toute sa vie, qui Ouais. l'a beaucoup dévalorisée. Et en fait, inconsciemment, j'ai reproduit les schémas de ma mère qui étaient de... En fait, ma mère, elle se pliait en quatre pour pas être rabaissée. Mais en fait, peu importe ce qu'elle faisait, ça n'allait pas. Donc elle était tout le temps rabaissée. Et je pense que inconsciemment, j'ai reproduit ça avec les autres. C'est-à-dire que je m'adapte beaucoup aux autres. C'est-à-dire Ok. que je fais toujours passer les besoins des autres en priorité, je m'efface beaucoup, j'observe, j'analyse parce que je veux vraiment ne pas être rabaissée ou rejetée. Donc du coup, je vais vraiment me calquer sur les autres. Ok. Et enfin, ça, c'est ce que je faisais avant. Et du coup, ce qui vient que j'en suis arrivée en fait récemment à me dire, mais en fait, qui je suis réellement? Ouais. Ok. Qu'est-ce que j'aime finalement? Parce qu'en fait, peu importe qui tu me mets en face, je m'adapte toujours à la personne. Ok. Donc, point fort, c'est que les gens m'adorent quand ils me rencontrent. Ouais. Parce que du coup, je suis dans l'écoute, je les observe, je les analyse et je m'adapte. Donc, du coup, les gens se sentent bien en ma présence. Ouais. Mais du coup, bah, moi, c'est un manque de respect envers moi-même parce que bah, du coup, j'avais tellement peur d'être rejetée que je me pliais en quatre et au final, je respectais pas mes propres besoins. Donc, ça, j'ai appris à le faire récemment. C'est hyper important. Ouais. Et ça va beaucoup mieux en fait. Et souvent on pense qu'on est égoïste quand on se passe en priorité, surtout pour les personnes comme moi qui avaient ce syndrome de la sauveuse, qui voulaient être là pour les autres, aider tout le temps. Ouais. Vraiment, je me pliais en quatre et je disais tout le temps aux gens, hein, tu peux m'appeler à 3h du matin, je te répondrai. Des fois j'ai passé des soirées à être là pour les gens, à écouter les gens, etc. Et je le faisais de bon cœur, mais en fait c'était malsain dans le sens où je ne savais pas ce que moi je voulais et j'avais du mal à poser mes limites. C'était surtout ça, de poser des limites. Et depuis que je le fais, ça va beaucoup mieux, je suis beaucoup plus alignée avec moi-même et surtout j'aide encore mieux les autres. Parce qu'en fait je me suis passée en priorité, donc dès que je suis là pour quelqu'un, je sais que c'est beaucoup plus impactant qu'avant quand je faisais passer mes besoins en deuxième. Bien sûr. Ouais, ok, c'est super intéressant. Ça reprend du coup ce que je disais juste avant, en concret. Écoute, oui, bah après, c'est C'est comment super, je l'ai traduit, mais... Ouais. Toi, tu as eu ce genre de comportement, enfin, sur toi ou sur tes coachés ou même toi, enfin, c'est quoi ton rapport à poser ses limites, à manque d'amour? D'ailleurs, petit aparté, mais je trouve ça trop bien qu'on en parle parce que les derniers épisodes que j'ai fait justement, c'est savoir poser ses limites et la force de la vulnérabilité. Et je rebondis juste par rapport à ton histoire, c'est qu'en fait finalement ce qui t'a aidé, c'est un retour à soi, c'est de te dire qu'est-ce que moi j'ai envie, de quoi j'ai besoin. Donc du coup de vraiment aller à l'intérieur de toi et d'identifier ce dont tu as besoin parce que tu peux pas répondre à tes besoins et les combler si tu sais pas quels sont tes besoins. Ouais. Tu peux pas t'écouter et juste voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui se joue à l'intérieur si tu t'écoutes pas et si tu prends pas du temps. Et comme tu dis, te replacer en priorité, c'est un peu la clé, je trouve, ce retour à soi. Ouais. Donc hyper intéressant. Mais en plus, ça découle tellement de choses de retourner à soi et de... Enfin, c'est... Tu vois, avant, je voyais vraiment les personnes qui... J'avais du mal avec les personnes dites égoïstes, selon moi. Parce que je me disais, putain, elle pense qu'à sa gueule. Genre, moi, jamais je ferais ça. Et en fait, j'étais toujours comme ça, genre, putain, moi, je suis toujours là pour les autres et personne n'est jamais là pour moi. Mais en fait, c'est juste une erreur parce que d'être là pour soi et de compter sur soi et de se passer en priorité, ça te fait tellement des relations plus saines, plus efficaces et ça fait juste... Enfin, si tout le monde travaillait sur soi et se passait en priorité, il y aurait même plus cette dépendance affective en fait et ce besoin d'être là pour les autres de manière malsaine finalement. Enfin, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Ah mais je suis complètement d'accord, je pense que si tout le monde s'aimait un peu plus, on aurait des relations vachement plus épanouies et vachement plus équilibrées. Et tu attirerais en plus, ça je pense vraiment qu'on attirerait des relations... tu vois, les personnes qui sont en dépendance affective pour moi...
elles attirent des personnes qui vont confirmer encore ça. Bien sûr. Et donc du coup, c'est vraiment des gens qui vont venir appuyer sur les blessures. Et si tu sors pas de ce schéma-là en allant travailler sur toi et en te passant de priorité, bah, c'est là où tu continues d'être dans cette dépendance affective, d'avoir besoin des autres. Et j'en parlais ce matin avec l'une de mes coachées. Elle m'a dit cette phrase que je pense et que je répète souvent, c'est quand t'attends des autres, t'es toujours déçu. Ah oui. Alors ça peut paraître très insensible ou très... Non, c'est très vrai. Tu me dis ce que t'en penses, mais pour moi, quand t'attends des autres, tu es toujours déçu parce que tu mises tes attentes sur l'extérieur, tu donnes du pouvoir à la personne. Oui. Et moi, c'est quelque chose que j'ai appris là, ces dernières années, c'est de m'indépendantiser des autres, parce que à partir du moment où j'ai arrêté d'espérer que les autres fassent des choses pour moi, bah, c'est là où j'ai arrêté d'être déçue en fait. Et franchement, ça fait tellement du bien. Moi je suis complètement d'accord avec ce qu'elle a dit. En fait, c'est fou parce que à la fois on est des êtres qui avons besoin d'être en lien avec les autres, parce qu'on a besoin de connecter, d'être en connexion, en échange pour vivre. C'est comme ça, c'est un fait. L'humain a besoin d'échanger avec les autres. Et en même temps, je crois qu'on a discuté de ça à l'aéroport, non? Si je dis pas de bêtises. Et en même temps, on a besoin d'être authentique et d'être vrai et aligné à soi et d'être validé justement pour ce que l'on est. Donc au final, c'est un peu un mélange de je dois revenir à moi et moi me donner ce dont j'ai besoin. Et donc du coup, dans la phrase qu'elle t'a dit, si tu es en attente envers les autres, bah forcément tu vas attendre que les autres te donnent ce dont tu as besoin. Donc forcément tu es déçu parce qu'ils ne savent pas ce que tu as besoin, ils ne te donneront pas de la manière dont tu as besoin. Et il n'y a que toi qui sais mieux que personne de quoi tu as besoin et de quelle manière. Donc forcément, oui, complètement d'accord avec ça. Mais je te coupe, mais ça, je trouve que c'est le plus dur en fait. Souvent, les personnes qui sont dans des relations toxiques avec elles-mêmes et avec les autres, c'est parce qu'elles ne connaissent pas leurs besoins. Moi, ça, c'est une problématique que j'ai vue en thérapie. C'est des personnes qui me disent, mais je ne sais pas ce que je veux. Et moi, ça a été mon souci pendant des années. C'est quoi le conseil que tu donnerais pour les personnes pour savoir ce qu'elles veulent en fait, ce dont elles ont besoin? Déjà, il faut en avoir conscience. Si tu te poses jamais la question, tu risques pas de savoir. Et en fait, on est aussi dans un monde où on est tout le temps tourné vers l'extérieur, on est tout le temps tourné vers qu'est-ce que j'ai manqué, qu'est-ce qu'un tel a dit, et toujours l'extérieur. Et quand justement tu fais ce changement de vision où tu vas venir voir à l'intérieur, tout de suite c'est mais tu te prends pour qui, redescends ton piédestal, mais tu prends la grosse tête, t'es égoïste, tu penses qu'à toi, t'es pas le centre du monde, blablabla. Alors qu'en réalité, si tu le fais pas, qui va le faire? Si tu le fais pas, vraiment, si tu te donnes pas d'amour, si tu ne t'écoutes pas, si tu viens pas te comprendre, te connaître et voir de quoi tu as besoin pour répondre à tes besoins, en fait, personne va le faire à ta place. Donc, fais-le. Et ceux qui auront envie de critiquer ça, c'est pas grave parce que probablement que ça veut juste dire que eux ne le font pas pour eux-mêmes et eux continueront d'attendre que les autres le fassent pour eux et ils seront tout le temps déçus. C'est ce qu'on était en train de dire juste avant, finalement. Et au moins, toi, tu t'apportes ce dont tu as besoin et t'arrêtes d'attendre que les autres le fassent. En fait, donne-toi ce dont tu as besoin parce que personne ne le fera à ta place. Vraiment. Mais c'est super important ce que tu dis, intéressant, c'est le fait de ne pas avoir peur, en fait, que les autres te critiquent. Et en fait, c'est, entre guillemets, leur problème. Ça, c'est une phrase que beaucoup de gens ont du mal à accepter, mais en fait, c'est pas ton problème. Si la personne, elle te critique parce que tu te passes en priorité, c'est pas ton problème. C'est son problème à elle en fait, parce qu'elle est pas bien avec elle-même, parce qu'elle s'autorise pas à le faire, et c'est pas parce que les autres ne s'autorisent pas à le faire que toi tu dois rester à leur niveau et ne pas t'élever justement et te choisir. Exactement. Mais du coup, finalement, on parle d'égoïsme. Moi, je trouve que c'est de l'amour propre. Et en fait, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Si les gens s'aimaient plus, du coup, ils auraient aussi plus de facilité à se mettre en priorité, à se donner ce dont ils ont besoin. Et ça, c'est vraiment la clé de tout. L'amour propre. Ça, c'est de l'amour propre, vraiment. Et aussi à aimer mieux les autres, tu vois. Parce que pour moi... Oui, si tu t'aimes plus les autres. Mais oui, bien sûr. Pour moi, les haters qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est des gens qui ne s'aiment pas, en fait. Ils sont tellement frustrés qu'ils vont déverser leur haine sur les autres. Quand tu t'aimes et que t'es aligné avec toi-même, tu vas pas faire chier les autres, quoi. C'est vrai. Tu t'en fous de ce que les autres y font parce que toi t'es aligné avec toi-même, ta perception, tes valeurs. Tu vas pas aller dire à un tel ouais tu fais comme ça, t'es comme ci, t'es comme ça. En fait tu acceptes la personne comme elle est parce que toi tu t'acceptes toi. Parce que tu t'acceptes toi-même. Oui, complètement. Tout à l'heure je sais plus ce que tu avais dit, mais c'était vraiment la notion d'effet miroir qu'on entend parfois. Il y a quelques années on parlait beaucoup de ça. C'est que si quelqu'un te fait un reproche, en fait ça veut plus dire à propos d'elle-même que de toi réellement. Si on te dit t'es égoïste, c'est que soit la personne est égoïste et elle ne veut pas voir qu'elle l'est, soit elle n'arrive pas à l'être et elle aimerait bien et du coup le fait que toi tu le sois ça la fait chier. En fait c'est tout le temps une question, en fait les autres c'est vraiment le reflet de toi-même et du coup de comprendre ça, quand quelqu'un te fait un reproche il parle plus de lui que de toi.
Et donc, du coup, tu peux complètement te détacher de ça. Et on en revient à, du coup, ne plus accorder d'importance à ce que les gens vont dire et faire les choses pour soi parce que, du coup, tu vas plus t'aimer, tu vas plus t'écouter, tu vas être plus heureux, aligné. Et c'est la recette gagnante, quoi. Cocktail gagnant. Et une fois que tu as identifié tes besoins, en te posant la question, en prenant conscience, c'est quoi la prochaine étape? Si quelqu'un, par exemple, là, te dit, ok, bah, j'ai identifié que j'avais besoin d'amour ou besoin de ça, comment tu fais concrètement? Et là, est-ce que tu as des techniques concrètes ou des réflexions peut-être, mais comment tu fais concrètement pour répondre à tes besoins? Quand justement tu te tournes vers toi et pas vers les autres. Quelqu'un qui est habitué à se tourner vers les autres pour avoir de l'amour, qui a besoin d'un partenaire pour se sentir aimé, comment tu fais toi pour t'apporter de l'amour? Ou autre chose? C'est une très très bonne question et je pense que là il y a 1 milliard de réponses possibles. Ça dépend vraiment, là pour le coup c'est du cas par cas. Et en fait en thérapie intuitive je suis vraiment, tu vois, comme je suis connectée à l'inconscient en direct de la personne, je sais exactement ce qui est bon et juste pour cette personne en fonction de son histoire, de son vécu. Donc du coup là ça peut tellement passer par 1 milliard de choses. Je pense que c'est important parce que la définition de se donner de l'amour elle va être différente pour tout le monde. Et donc c'est bien de connaître la sienne. Tu vois, de quoi moi j'ai besoin pour me sentir aimée. Et après, ben, c'est justement là où tu as tes éléments de réponse. Et à vrai dire, en exercice, encore une fois, ça passe par ce que je fais dans ma pratique. C'est-à-dire que je vais faire du recouvrement d'âme ou de la visualisation, qui est un peu un lien avec de l'hypnose, un peu similaire, où en fait tu vas venir te donner ce que tu t'es jamais donné, ce dont tu as toujours eu besoin. Donc ça, c'est quelque chose que du coup moi je fais, j'accompagne la personne à le faire et donc c'est guidé en séance. Mais dans tous les cas, en exercice que tu peux faire toi tout seul déjà de ton côté, vraiment de l'introspection, à te poser les bonnes questions, à venir ouais, la question de quoi j'ai besoin, qu'est-ce que ça veut dire être aimé, comment et par quoi ça passerait si j'étais aimée, comment je peux savoir si je suis aimée en fait, et surtout bien choisir son entourage, ça on n'en a pas parlé, mais l'environnement et l'entourage c'est hyper important. Par exemple, si tu côtoies une personne qui à chaque fois que tu pars, tu rentres chez toi après avoir passé 1 ou 2 heures avec, t'es séché, t'es fatigué, t'as l'impression qu'elle a aspiré ton âme, tu sais pas pourquoi, ben dis-toi simplement que cette personne, c'est pas que c'est une mauvaise personne, c'est juste que c'est une personne qui t'amène pas là où t'as envie, vous êtes pas alignés, vous vibrez pas la même chose, et cette personne, elle doit juste sortir de ton quotidien si t'as envie en tout cas de te sentir mieux. C'est un peu triste, hein, mais il y a un tri à faire, et il y a des personnes qui ne t'apportent pas ce dont t'as besoin, et elles te prennent juste le peu que t'as. Ouais. Donc bien choisir son entourage parce qu'il y a des gens qui vont te voler le peu d'énergie et le peu d'amour propre que tu as. Ça c'est vrai. Ça c'est trop trop vrai. Et toi aujourd'hui, comment tu fais pour te... Donc tu parles de thérapie intuitive, ça je pense que c'est le travail de fond, on va dire, Oui. de se reprogrammer. Moi je fais pareil avec l'hypnose, mais vraiment un travail d'introspection et de connaissance de soi. Déjà rien que le fait de prendre rendez-vous avec un thérapeute, c'est déjà de l'amour de soi pour moi et c'est vraiment déjà tu t'engages et tu t'impliques. C'est le plus dur finalement, je trouve. En tout cas, pour moi, ça a été le plus dur moi, de consulter. Après 25 ans, d'aller consulter, c'est là où ça a été le point de départ de beaucoup de choses. Mais au quotidien, est-ce que tu as des... par exemple, si tu as des moments où tu te sens peut-être moins aimé, parce que j'imagine que c'est pas 100% réel, tu vois, il y a toujours des moments où tu vas te sentir peut-être moins aimé, un peu rejeté, parce que c'est normal, on évolue aussi, et puis des fois on est confronté à des choses. C'est quoi ta technique pour... ou tes techniques pour... tes outils pour justement ressentir de l'amour ou de te donner ce dont tu as besoin? Vraiment, après moi je travaille beaucoup à l'intuition. Je pense que c'est ma pratique qui m'a amenée à être très tournée vers l'intuition. Si j'ai besoin d'amour mais que c'est en lien par exemple que ça réveille un schéma que j'ai déjà observé et qui provient de l'enfance, je vais simplement me faire une visualisation où justement je me vois petite et je me redonne tout ce dont j'ai besoin. C'est trop beau ça. C'est une très belle visualisation. Ensuite, si c'est par exemple plutôt que ça vient toucher mon estime de moi et mon amour propre, je vais simplement me répéter des phrases en fait. Tu vois, ça peut être très simple, mais Laura, tu sais quelle est ta valeur, tu sais ce dont tu as besoin, tu sais ce que tu vaux, t'es là pour toi et arrête d'accorder de l'importance à ce qu'on vient de dire ou à ce manque ou quoi. Juste me donner par la parole en fait, et même je peux me faire un gros câlin et voilà. En fait, ça peut passer par plein de choses. Je pense que c'est vraiment être à l'écoute. Quand tu es à l'écoute de toi, après tu peux vraiment repérer facilement si tu as besoin d'un exercice d'introspection, d'écrire, de te mettre la musique à fond, de danser parce que tu as besoin d'être en mouvement et de laisser passer ses émotions. Est-ce que tu as besoin justement de te donner des paroles valorisantes? Est-ce que tu as besoin d'aller t'offrir une pédicure et un spa massage? Est-ce que tu as besoin d'appeler ta meilleure amie pour qu'elle te sauce et que ça te rebooste un petit peu? Ça peut passer par tellement de choses. Je pense qu'il n'y a pas une solution miracle. C'est vraiment qu'est-ce que tu as besoin sur le moment et tout est possible en vrai.
Ça serait... Tu fais quoi, toi? Moi, déjà j'accueille. Ouais. Si j'ai une situation qui m'a déclenché, où je me sens pas bien, où je me sens moins bien, minimisée, rabaissée, enfin je me sens en down, j'accueille déjà dans un premier temps. Et après, je rééquilibre mes perceptions. C'est-à-dire que, ok, cette situation-là, elle me fait sentir mal. En quoi elle me fait sentir bien? Par exemple, beaucoup sur les réseaux sociaux, tu vois, souvent ce qui me déclenche le plus, c'est les réseaux sociaux. Des fois, je me dis, putain, c'est nul ce que je dis, c'est pas bien, etc. Ouais. Donc, du coup, ça me fait sentir moins bien. Et ben là, je vais prendre de la hauteur et du recul et je vais me dire, mais attends, tout ce que j'ai déjà accompli, tu vois. Et donc, ça va aller par peut-être relire des commentaires de mes coachés qui me remercient, voir des commentaires, rééchanger avec mes coachés. Enfin, en fait, c'est de me rappeler en fait tout ce que j'ai déjà fait et pas voir le verre à moitié vide, mais le voir de manière équilibrée, c'est-à-dire vide et plein. Tu te reconnectes à ce qui te procure de l'amour et je rééquilibre la validation. Je rééquilibre mes perceptions par rapport à ça parce que je sais que je me sens comme ça parce que je focalise sur un truc qui me fait sentir comme ça. Alors que si je reprends de la hauteur et que j'équilibre, comme je dis souvent, il n'y a aucune situation qui est 100% positive ou 100% négative. Tu as toujours des avantages, des inconvénients. Et du coup, de reprendre de la hauteur et de me dire, attends, ok, il y a eu ça qui m'a saoulé, j'ai eu un hater, ça m'a saoulé, machin. Ok, mais à côté de ça, j'ai quand même 99% de positif. Et en fait, à ce moment-là, je choisis de me focaliser sur le positif et du coup, ça m'aide. Mais après, je trouve que par exemple, les affirmations, c'est génial de se parler, de danser. Ça, la danse, moi, c'est vraiment par le corps, le mouvement. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'utilise beaucoup. Et comme tu dis, de se faire un câlin, ça, je le fais pas souvent, mais je sais que c'est quelque chose qui est vraiment sous-coté, dont on ne parle pas beaucoup. Mais de se faire un câlin, de se faire un bisou sur la main et tout, ça, c'est des choses que j'avais vues en formation. Et en fait, de se donner ce dont t'aimerais, quoi. Ouais, c'est ça, Ce dont t'as besoin, Super intéressant. Très belle note de fin, je pense qu'on va s'arrêter là. Ok, c'était passé vite. C'est passé très vite. Merci en tout cas pour cet échange, c'était très agréable. On a soulevé plein de points qui me semblent hyper importants. De la même façon, je vais mettre tous les liens en description. Si jamais vous voulez faire un rendez-vous d'hypnose avec Manu, et même pas que d'hypnose, parce qu'elle a plein d'outils, je pense que vous l'avez compris. La chaîne YouTube, le TikTok, l'Instagram, un petit peu tous les réseaux. Et je vous dis à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Bisous!